Ma belle-sœur a essayé ma robe de mariée la veille du mariage, même si elle était plusieurs tailles trop petite, et l'a abîmée. Maintenant, nous l'attaquons en justice tandis qu'elle crée un podcast pour parler de sa souffrance. Je, 28 ans, femme, me suis mariée il y a un mois, mais voici ce qui s'est passé juste avant le mariage, plus précisément, la veille. Et tout ça à cause de ma belle-sœur, 34 ans, femme, qui a complètement gâché quelque chose de très précieux pour moi. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui lui est passé par la tête ni pourquoi elle a pensé que ce qu'elle a fait était acceptable. Honnêtement, je crois que je ne m'en remettrai jamais. Ma belle-sœur est la sœur aînée de mon mari, lui, 30 ans, homme. C'est le genre de personne incapable de se mêler de ses affaires et qui se mêle constamment de la vie des autres. Je précise, elle n'était pas directement méchante avec moi, mais on ne peut pas dire non plus qu'on s'entendait. Il y avait toujours quelque chose entre nous, comme si elle me voyait comme une intruse dans son espace. C'est le contexte nécessaire pour comprendre la suite. Ma robe de mariée était l'une des choses les plus importantes pour moi. J'ai passé des mois à la chercher. Je ne voulais pas quelque chose de trop extravagant ou hors de prix, mais je voulais vraiment une robe qui me corresponde. Et quand je l'ai trouvée, j'ai su que c'était la bonne. Elle était magnifique, un satin ivoire doux avec de la dentelle délicate, un corsage ajusté et une jupe fluide. Elle n'était pas bon marché non plus, mais je l'avais payée moi-même avec mes économies. J'ai fait plusieurs essayages, des retouches, et elle avait été parfaitement adaptée à ma morphologie. Je fais une taille 38, et la robe avait été faite exactement pour moi. Je l'avais soigneusement rangée dans mon placard, dans une housse de protection, en attendant le grand jour. Tout, coiffure, maquillage, chaussures, avait été pensé autour de cette robe. Et puis ma belle-sœur l'a abîmée. La veille du mariage, je dormais chez mes beaux-parents car c'était plus près du lieu de la cérémonie. Mon mari, lui, était chez un de ses garçons d'honneur. Ma robe était accrochée dans le placard de la chambre d'amis où je dormais. Cela allait de soi que personne ne devait y toucher. C'était une robe de mariée, pour la mariée. Point final. Je suis sorti déjeuner avec mes demoiselles d'honneur et acheter quelques derniers articles. Je suis parti à peine 3 heures. À mon retour, je suis monté et j'ai immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. La fermeture éclair de la housse était ouverte. Quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai trouvé ma robe complètement détendue et déchirée à plusieurs endroits. La fermeture du dos avait sauté, les coutures étaient déchirées, et le corsage avait manifestement été forcé. Il y avait même de légères traces de maquillage près de l'encolure. J'étais encore sous le choc, la robe dans les mains, lorsque ma belle-sœur est entrée dans la pièce comme si de rien n'était. Elle m'a regardé, a vu la robe et a ri, disant que ça avait l'air plutôt drôle. Je lui ai demandé directement si elle y était pour quelque chose. Elle a d'abord nié, puis a admis qu'elle l'avait essayé, pour s'amuser. Elle a dit qu'elle était simplement curieuse de voir à quoi elle ressemblerait dedans et qu'elle n'avait pas pu résister à la tentation. Elle pensait que ce n'était pas grave, que ce n'était que quelques accrocs qui pouvaient être réparés avec un peu de couture. Détail important, ma belle-sœur fait une taille 42. Moi, je fais une taille 38. Cette robe ne pouvait pas lui aller. Elle a dû la forcer, si tant est qu'elle ait réussi à l'enfiler, et dans le processus, elle a détruit les coutures, ruiné la fermeture éclair et complètement abîmé le corsage. Elle a fait tout ça sans demander, sans permission, sans réfléchir aux conséquences. Elle ne s'est pas excusée. Elle a minimisé, agissant comme si ce n'était pas grave et qu'on pouvait sûrement arranger ça. Elle a même ajouté que je pouvais porter autre chose si je n'aimais plus son apparence. Je ne m'attendais pas à une remarque intelligente de la part de quelqu'un qui savait très bien que nous n'avions pas la même taille et qui avait quand même forcé la robe. Cette robe était faite pour moi, pour le lendemain. Au lieu de me détendre et de profiter des derniers préparatifs, j'ai passé la nuit à chercher désespérément quelqu'un pour la réparer en urgence. Acheter une autre robe n'était pas une option, la boutique était dans une autre ville et n'avait rien en stock à ma taille. J'ai appelé plusieurs couturières, et heureusement, une femme très gentille a accepté de m'aider en dernière minute. J'ai dû traverser la ville en pleine heure de pointe. Elle a passé des heures à recoudre les coutures et à réparer la fermeture, mais la robe n'a jamais retrouvé son état initial. Elle n'avait plus le même tombé, et j'ai dû être extrêmement prudente en la portant pour éviter qu'elle ne craque à nouveau. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais stressée, furieuse, et anéantie. Tout le monde essayait de me calmer, en me disant de me concentrer sur le mariage et de ne pas laisser ça gâcher mon grand jour. Mais ma robe avait été détruite parce que ma belle-sœur avait trouvé ça drôle. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est son absence totale de remords. Elle a même lancé quelques pics auxquels j'ai dû me retenir de répliquer. À un moment, sa mère lui a dit de se taire, et mon mari lui a demandé de ne pas en rajouter. Mais ma belle-sœur a profité de ce moment pour dire, comme la robe, ce à quoi j'ai répliqué que si elle continuait à parler, je lui agrandirais la bouche. Mon mari était furieux quand il a appris ce qui s'était passé. Il l'a confronté, ils se sont disputés violemment, mais à ce stade le mal était fait. Pendant la cérémonie, j'ai dû tirer sur la robe à plusieurs reprises pour éviter qu'elle ne glisse. Étrangement, même ma belle-mère a pris mon parti et s'est mise en colère contre sa fille. Pour elle, ce que ma belle-sœur avait fait était totalement inacceptable. Mais ce n'était pas le seul drame. Une partie du problème est liée au lieu de réception. En 2021,
Ma belle-sœur devait se marier, mais ses fiançailles ont été rompues quelques mois avant la date. Tout avait déjà été payé, salle, traiteur, décoration. Quand le mariage a été annulé, au lieu d'un remboursement, ils ont eu un avoir. Mes beaux-parents avaient payé la majorité et pensaient que c'était perdu puisque ma belle-sœur ne semblait pas près de se marier. Mais quand mon mari et moi nous sommes fiancés, ma belle-mère a réalisé que l'avoir était toujours valide. Elle a proposé qu'on l'utilise. On a demandé d'abord à ma belle-sœur, et elle a dit, je cite, « Faites-en ce que vous voulez ». Donc ce n'est pas comme si on avait volé quoi que ce soit. Nous avons réservé la salle à notre nom et tout changé, décoration, thème, menu. C'était à 100% notre mariage, pas une version recyclée du sien. Après le mariage, je pensais que les choses allaient s'apaiser. Mais au contraire, ma belle-sœur a commencé à dire aux gens que j'avais volé son mariage. Elle prétendait que j'avais copié son lieu, sa robe de rêve, et que je l'avais effacé de sa propre famille. Elle s'est mise à répandre des rumeurs selon lesquelles je l'aurais humiliée pour avoir essayé ma robe et l'aurais fait se sentir grosse et dégoûtante. Je ne comprends même pas comment j'aurais pu faire ça, ce n'est pas comme si j'avais mis exprès une robe plus petite pour la ridiculiser. Cette robe était simplement à ma taille, point. Pour être clair, je n'ai jamais fait de commentaires sur son corps ou sa taille. J'étais en colère parce qu'elle avait abîmé ma robe sans permission, pas à cause de son apparence dedans. Mais maintenant, elle m'accuse de grossophobie. Elle a même publié sur les réseaux sociaux que quelqu'un de proche lui avait volé son mariage de rêve et s'était moqué de son corps. Elle a présenté les choses comme si je l'avais harcelée, et des gens se sont mis à la soutenir massivement. Certains membres de la famille ont commencé à être froids avec moi, et quelques-uns ne sont même pas venus au brunch post-mariage. Mon mari, furieux une fois de plus, l'a confrontée. Elle a affirmé que je l'avais rendue invisible, que voir mon mariage dans sa salle lui avait fait mal, et qu'essayer ma robe était sa façon de faire son deuil et d'exprimer son manque. Elle a tout simplement ignoré le fait qu'elle avait elle-même dit qu'elle n'en voulait pas. À présent, elle refuse d'assister à tout événement familial si je suis présente, et elle continue de dire que je l'ai punie à cause de son corps et que je lui ai volé sa journée spéciale. J'avais décidé de laisser passer l'incident de la robe, mais ce jeu permanent de la victime et ses tentatives de me salir avec des mensonges éhontés ont complètement détruit ma patience. Nous avons donc consulté un avocat pour poursuivre ma belle-sœur en justice. Soit elle peut prouver que j'ai réellement dit toutes les choses dont elle m'accuse, soit elle se tait et elle paie pour la robe et les dommages. Non seulement elle a mal agi, mais maintenant elle veut amplifier les choses. Parfait, faisons vraiment une grande affaire, puisque les avocats aiment faire gonfler les dossiers. Mise à jour 1. Ma belle-sœur est poursuivie, et au lieu de trouver un arrangement avec nous, elle choisit d'aggraver encore plus la situation. Cela fait 2 mois, et c'est comme si elle était incapable de tourner la page. Elle utilise son avocat pour faire traîner l'affaire tout en s'enfonçant davantage. Elle nous a pris de court en envoyant un mail groupé à presque toute la famille élargie, cousins, oncles, tantes, et même certains vieux amis qui n'avaient même pas été invités à notre mariage. L'objet du mail était du genre, une note personnelle sur ma douleur, et le texte ressemblait à un essai dramatique. Elle parlait de son traumatisme profond, de la souffrance qu'elle avait ressentie en voyant quelqu'un d'autre marcher dans l'allée de son lieu de mariage, comme si elle revivait sa rupture, et du fait qu'elle avait été humiliée et rabaissée à cause de son chagrin et de son corps. Elle ne m'a pas nommé directement, mais ce n'était pas nécessaire. Elle a rendu très clair de qui elle parlait, et elle a joint des photos, certaines de notre mariage prises sur les réseaux sociaux, et d'autres avec des captures d'écran d'un tableau Pinterest qu'elle avait créé lors de la préparation de son mariage en 2021. Il y avait des images de bouquets, de tables, d'une arche et d'inspiration de gâteaux. Elle prétendait que tout avait l'air étrangement similaire, et que c'était comme si quelqu'un lui avait volé son identité. Elle a complètement ignoré le fait que nous avions tout changé. Les couleurs étaient différentes, le menu était nouveau, et la décoration avait été faite selon nos goûts. En plus, elle n'a même jamais eu de mariage. Mes beaux-parents lui avaient même demandé directement si cela l'ennuyait qu'on utilise le crédit du lieu. Et ma belle-sœur avait dit, faites-en ce que vous voulez. Malgré ça, le mail a semé le drame. Certaines personnes m'ont même envoyé des messages en disant que je n'aurais pas dû utiliser ce crédit, alors qu'il n'appartenait pas à ma belle-sœur mais à mes beaux-parents, et qu'elle nous avait donné son accord. On dirait qu'elle a dit oui juste pour pouvoir, plus tard, nous accuser de lui avoir volé quelque chose. Et les gens oublient qu'elle n'a pas pu se marier parce que son fiancé l'a quittée après l'avoir surprise avec un autre homme dans une voiture devant leur maison. On ne parle pas d'une personne innocente dont le mariage n'a pas eu lieu parce que l'amour s'est envolé. La seule chose qui s'est envolée avec elle, c'est la fidélité, puisqu'elle ne l'a jamais connue. Même ses petits amis l'ont quittée dès qu'ils ont appris son passé, pas parce qu'elle le leur avait dit, mais parce que d'autres personnes l'avaient raconté. Pour empirer les choses, ma belle-sœur a commencé à dire aux gens que j'avais volontairement laissé ma robe quelque part en évidence pour me moquer d'elle, que c'était une sorte de piège que j'avais tendu pour qu'on en arrive là. Ma robe était rangée dans une housse fermée, dans une chambre où elle n'avait aucune raison d'aller, et dans laquelle elle est entrée avant le mariage. Mais selon elle, j'aurais provoqué sa réaction émotionnelle en exposant quelque chose qu'elle ne pouvait pas porter. C'est complètement tordu. Elle veut faire croire que j'avais installé une boîte en carton avec un bâton et une ficelle, et que dès qu'elle est passée dessous, j'ai tiré la corde pour la piéger. Oui,
Ça paraît aussi insensé que ça. Puis est venu son plus grand spectacle. Le week-end dernier, ma belle-sœur a soudainement posté une photo du lieu de mariage sur Instagram avec une légende du style « Round 2, cette fois pour de vrai ». Elle a identifié le lieu et ajouté une date de mariage pour le printemps prochain. Le post laissait entendre qu'elle et son ex-fiancé s'étaient réconciliés et qu'ils allaient enfin se marier là-bas. Immédiatement, elle a reçu une tonne de likes et de commentaires du genre « Tellement heureux pour toi » et « Tu le mérites ». Mon mari et moi étions choqués mais aussi perplexes. Ma belle-mère a donc décidé d'appeler le lieu pour vérifier si ma belle-sœur avait réellement réservé. Le propriétaire a répondu que non, elle ne les avait jamais contactés, jamais payé quoi que ce soit, et qu'aucune réservation future n'existait à son nom. La date qu'elle avait publiée était déjà réservée par un autre couple. Et nous ne sommes même pas sûrs que son ex-fiancé soit au courant qu'il est censé l'épouser. Donc oui, ma belle-sœur s'est simplement rendue sur place, a pris une photo de l'extérieur, et l'a publiée sur Instagram en prétendant qu'elle allait s'y marier. Elle a inventé une nouvelle annonce de mariage juste pour attirer de la sympathie et de l'attention. Elle n'a même pas identifié son ex-fiancé, juste mentionné son prénom. Ma belle-mère et mon beau-père ont essayé de lui parler après ce post mensonger. Ma belle-mère lui a même suggéré une thérapie, gentiment, et lui a proposé de financer une partie du traitement, en lui disant que parler à quelqu'un pourrait l'aider à gérer tout ce qu'elle portait encore en elle. Mais ma belle-sœur l'a très mal pris, les accusant de préférer leur belle-fille à leur propre fille biologique. Elle est partie en pleurant et ne leur a plus parlé depuis. À présent, elle a bloqué mon mari, moi et mes beaux-parents sur toutes les plateformes. Le lendemain, le post avait disparu. Je pense que son ex-fiancé a dû tomber dessus et le signaler ou quelque chose du genre. Rien de tout cela ne change le fait que notre procès est toujours en cours et qu'elle doit payer le coût de la robe. Le fait qu'elle perde les pédales ne signifie pas que nous allons avoir pitié d'elle. Elle est peut-être folle, mais pas au point qu'on compatit. Je pense même qu'elle utilise cette soi-disant « folie » comme excuse. Mais ça ne marchera pas, parce que tout ce qu'elle essaiera d'utiliser contre nous sera retourné contre elle dans le procès. La meilleure chose qu'elle pourrait faire, c'est arrêter ses bêtises et trouver un arrangement, car sinon cela lui coûtera bien plus cher que la robe. Mise à jour 2. Un mois s'est écoulé depuis que ma belle-sœur a inventé une fausse annonce de mariage, bloqué la moitié de la famille et transformé tout ça en un cirque de lamentation. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis son effondrement, et je pensais qu'elle avait peut-être enfin choisi de prendre de la hauteur et que tout suivrait simplement son cours légal. Jusqu'à ce que je reçoive un message privé de quelqu'un me racontant une autre de ses absurdités, « Ta belle-sœur a maintenant un podcast où elle parle de toi. » Au début, j'ai cru à une blague. Qui crée un podcast pour parler d'une autre personne, surtout quelqu'un avec qui elle a un procès en cours? Mais quand j'ai cliqué sur le lien, c'était bien réel. Elle avait déjà 4 épisodes, et dans chacun, elle parlait de sa douleur et m'attaquait. Le podcast s'appelait « Healing the Bride » et la description disait que c'était le récit brut et douloureux d'une femme dont le grand jour avait été volé et dont le cœur avait été brisé. Elle n'a jamais dit mon nom, mais tout le podcast parlait de moi. Chaque épisode était rempli de ces histoires de vie, mais dramatisées pour paraître plus douloureuses qu'elles ne l'étaient réellement. Par exemple, l'épisode sur la robe, où elle disait l'avoir essayé innocemment, et comment ce moment s'était transformé en une attaque contre elle parce qu'elle avait quelques kilos de plus, et qu'elle était une mariée répudiée. Elle a parlé de grossophobie et d'exil familial pour ne pas avoir ressemblé à un mannequin dans une robe qui n'était pas faite pour elle. Elle avait même ajouté une musique émotionnelle exagérée et de faux sanglots, dont je suis certaine qu'ils n'étaient pas les siens, mais des effets sonores rajoutés ensuite. Je dois admettre qu'elle y a mis beaucoup d'efforts. Honnêtement, si elle avait investi autant d'énergie dans sa vraie vie, elle serait probablement très réussie aujourd'hui. Mon mari a écouté avec moi et en est resté sans voix. Ses parents étaient encore plus horrifiés, car elle les avait aussi mentionnés, et pas de façon positive, ni véridique. Dans le 4e épisode, elle a lâché une bombe, elle avait envoyé un scénario, basé sur son expérience, à un groupe de production indépendant. Elle affirmait que son histoire avait été acceptée pour un court-métrage et qu'elle serait coproductrice afin de s'assurer que l'histoire reste intacte et reflète sa douleur. Elle a même publié des photos du script imprimé, avec des filtres pour lui donner un aspect dramatique. Tout cela a été transmis à notre avocat, qui a malheureusement dû supporter les délires de cette femme. Malheureusement, non seulement parce qu'il a dû écouter et perdre son temps, mais aussi parce que chaque heure nous coûte de l'argent. Mais si nous gagnons, c'est ma belle-sœur qui devra payer. Alors elle pourra lancer un nouveau podcast intitulé « Les factures d'avocat que je ne peux pas payer ». Je suis sûr que ce sera un immense succès. Et comme si cela ne suffisait pas, ma belle-sœur prévoit maintenant d'organiser une lecture publique de son scénario. Elle l'a annoncé sur la page de son podcast, disant qu'elle allait organiser un petit événement local pour lire le premier jet et se connecter à son public de manière intime. Les billets sont à 20 $. J'aimerais plaisanter, mais non. Elle fait payer 20 $ à un groupe de fans sans cervelle pour l'écouter lire un tas de bêtises inventées qui n'ont même pas de sens. Elle prétend que c'est pour la guérison, mais c'est évidemment pour l'argent et l'attention. Je continue de penser qu'elle a beaucoup d'énergie, mais qu'elle est totalement mal orientée. Si elle la mettait dans quelque chose d'utile, sa vie serait très différente. À ce stade, je ne pense même plus qu'elle soit folle.
Je crois que c'est une génie du mal qui exploite toute cette situation. Mise à jour 3. Je ne pensais pas que ma belle-sœur pourrait dépasser tout ce qu'elle avait déjà fait. Mais d'une façon ou d'une autre, elle l'a fait. Je croyais que sa fausse annonce de mariage, son podcast et sa lecture de scénario étaient ses points les plus bas. Mon Dieu, j'avais tort. Car ma belle-sœur a plein d'idées. Cette dernière mise en scène n'était pas seulement dramatique, elle était cruelle. Et cette fois, elle a enfin fait craquer le reste de la famille. Tout a commencé avec une invitation, pas de la part de ma belle-sœur, mais de son nouveau assistant. Apparemment, elle a un assistant, même si c'est probablement juste elle avec une autre adresse email. J'ai reçu un email d'un compte Gmail générique disant que ma belle-sœur organisait une projection privée d'un documentaire dans une salle locale louée. L'invitation était formelle. J'ai levé les yeux au ciel et supprimé le message. Mon mari en a reçu une aussi, tout comme ses parents et d'autres membres de la famille. Aucun de nous ne comptait y aller. Après le podcast et le battage du faux court-métrage, nous pensions que c'était encore une tentative d'attirer l'attention. Mais une cousine de mon mari y est allée, surtout par curiosité. Puis elle nous a tout raconté. Nous pensions que tout était faux, comme son faux mariage, mais non, il y a bien eu un événement. Ma belle-sœur avait loué un petit espace et l'avait décoré de bougies, de roses blanches et de photos encadrées d'elle-même. Il y avait un écran de projection, de la musique dramatique et même des programmes imprimés. Elle s'est tenue devant et a fait un long discours émotionnel sur le fait qu'elle avait enfin guéri et voulait partager son histoire pour aider d'autres femmes à qui on avait volé leur moment. Ensuite, elle a projeté une vidéo de 25 minutes, montée comme un documentaire, pleine de clips, de fausses reconstitutions avec des acteurs, et tous les éléments d'une telle production. Je ne sais pas combien elle a dépensé, mais c'était assez élaboré. Le pire, elle a utilisé de vraies photos de notre mariage, que ma belle-mère avait partagées dans le groupe familial. Ma belle-sœur les a recadrées et éditées, zoomant sur ma robe, notre première danse, même le toast familial. Elle les a utilisés comme visuels pour la partie où elle prétendait que son mariage avait été détourné. Elle a même ajouté du texte dramatique comme « C'était censé être mon jour, mais il m'a été volé par quelqu'un qui ne le méritait pas ». Elle n'a pas flouté les visages ni rien caché. Elle nous a essentiellement accusés d'avoir volé sa vie devant un public, alors même qu'une action en justice est en cours contre elle, et que cela ne joue clairement pas en sa faveur. La cousine a dit que le public avait l'air mal à l'aise, chuchotant et échangeant des regards. Certaines personnes sont parties au milieu de la projection. Mais la fin était le vrai coup de massue. Ma belle-sœur a terminé la présentation en annonçant qu'elle allait publier un mémoire, non seulement en version numérique, mais aussi imprimé. Elle a brandi une épreuve papier et a dit qu'il sortirait le mois prochain en auto-édition. Le titre ? Veut voler, la trahison d'une belle-sœur. Quand on lui a demandé si le livre était une fiction ou une non-fiction, elle a fièrement répondu que c'était sa vérité et qu'elle n'allait changer aucun nom. Le lendemain matin, notre avocat avait tout, une déclaration signée de la cousine, une copie du livre qu'elle prévoyait de publier, tout le dossier. Je n'arrive toujours pas à croire que ma belle-sœur y consacre autant d'efforts, mais c'est peut-être lié à ce qu'elle a fait ensuite. Elle a posté sur les réseaux sociaux qu'elle avait été hospitalisée à cause d'une grave dépression émotionnelle causée par la trahison et le harcèlement. Elle n'a pas cité nos noms, mais a laissé entendre que toute la famille l'avait harcelée au point de l'empêcher de guérir en paix. Elle a publié une photo qui semblait prise d'un lit d'hôpital, disant qu'elle allait bien mais que les gens devaient comprendre que c'était très sérieux. La section commentaires s'est remplie de messages de sympathie. Des inconnus écrivaient de longs paragraphes pour lui dire à quel point elle était forte, à quel point ils étaient fiers d'elle, et qu'elle devait couper les liens avec les personnes toxiques, peu importe qui elle était. Mais cette fois, cela s'est retourné contre elle. Quelqu'un dans les commentaires a reconnu la blouse et le lit d'hôpital comme faisant partie d'un décor d'un studio photo local qui propose des séances thématiques dramatiques. Quand c'est sorti, tout s'est effondré. Les commentaires qui la soutenaient se sont rapidement retournés contre elle. Ce commentateur a partagé beaucoup d'informations, y compris les coordonnées du studio, ce qui a rendu évident que tout était un mensonge. Ce qui nous a enfin conduit à l'audience de notre procès. Là, elle a essayé de plaider que tout ce qu'elle avait fait était dû à son mal-être, et que c'était notre faute, parce que nous la harcelions légalement avec une action en justice, ce qui aggravait sa condition. Elle a expliqué que c'était sa manière de réagir, car elle avait toujours eu des problèmes avec son poids et avec le fait d'avoir été laissée avant son mariage, et que mon mariage avait tout déclenché. L'absurde, c'est que le juge a accepté cela, mais lui a demandé de fournir davantage de preuves de ses affirmations, comme une évaluation psychologique. Cela signifie que le procès s'éternise encore, car nous avons maintenant une nouvelle audience dans 3 semaines où elle pourra présenter son dossier. Nous ne sommes pas trop inquiets pour les preuves, car je ne pense pas qu'elle en ait. Mais nous sommes impatients d'en finir, de la faire payer et de mettre fin au harcèlement. Nous allons simplement devoir attendre ces 3 semaines, alors que nous pensions déjà que tout était terminé. Mise à jour 4. J'ai enfin une fin à la saga de ma belle-sœur. Ça paraît étrange, je sais, mais je suis soulagé de pouvoir clore ce chapitre. La semaine dernière, nous avons eu la 2e audience, où ma belle-sœur devait présenter les preuves de ses affirmations, et elle est arrivée totalement mal préparée. L'évaluation psychologique était une plaisanterie, et c'est tout ce qu'elle avait.
Surtout comparé à nous, son ex-fiancé avait signé une déclaration disant qu'il l'avait quittée parce qu'elle l'avait trompé, et nous avions aussi sa publication au sujet d'un soi-disant mariage à venir avec lui. Le juge l'a condamné à nous verser près de 15 000 $ pour avoir détruit la robe, pas son prix exact, mais la valeur que le tribunal a attribuée à son acte, et 55 000 $ supplémentaires pour harcèlement. Elle a également été contrainte à ne pas publier son livre, à supprimer toute publication y faisant référence, et à fermer son podcast que plus personne n'écoutait de toute façon. Il lui est aussi interdit de nous contacter ou de nous mentionner de quelque manière que ce soit. Et le juge lui a dit que, même s'il ne l'ordonnait pas, il lui recommandait fortement de chercher une aide professionnelle réelle. Parce que même si elle a utilisé l'excuse de la santé mentale pour tenter d'obtenir un avantage légal, la vérité est qu'elle ne va pas bien si elle a fait tout ça, même si elle ne s'en rend pas compte et pense être plus intelligente que tout le monde. Mais non, son intelligence est en vacances, et son bon sens n'est même pas encore né.